Alors que la mobilisation des Gilets jaunes se poursuit, les blessés lors des répressions ont organisé une marche dimanche. Dans le même temps, les sanctions à l'égard des policiers surmobilisés s'enchaînent. Après une altercation sur la route à Paris, un chauffeur de car touristique a écrasé un homme. Plusieurs journalistes ont transformé le prénom du suspect pour cacher son origine afro-maghrébine, un procédé de la presse du système qui confine à la schizophrénie. Dimanche soir, une semaine après le résultat catastrophique des Républicains aux élections européennes, Laurent Wauquiez a annoncé qu'il quittait la présidence du parti. Retour sur un homme contesté depuis le premier jour. Madame, monsieur, bonsoir. Les blessés des Gilets jaunes montent au créneau alors qu'ils étaient encore quelques milliers à défiler samedi pour l'acte 29. Une autre marche était organisée dimanche en hommage aux mutilés. Une revendication qui fait directement écho aux poursuites judiciaires contre les forces de l'ordre. Thibaut Bastide. Éborgnés, amputés et autres mutilés, dimanche, une marche était organisée pour rendre hommage aux différents blessés en marge des manifestations de Gilets jaunes. Au lendemain du 29e samedi consécutif de mobilisation, ils étaient quelques centaines à défiler dans les rues de Paris pour dénoncer les violences policières et réclamer l'interdiction des lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, et de certaines grenades lacrymogènes, les GLI-F4. Selon les organisateurs du rassemblement, depuis la première manifestation de Gilets jaunes le 17 novembre dernier, 23 personnes ont été éborgnées, 5 ont perdu une main, 1 a été amputé d'un testicule, 1 a perdu l'odorat et une dizaine d'autres ont eu d'autres blessures graves. À en croire les chiffres du ministère de l'Intérieur, 2448 blessés côté manifestants et 1797 côté forces de l'ordre ont été recensés à la mi-mai. Un bilan dramatique ayant fait des violences policières un des thèmes principaux du débat public. Certains gilets jaunes réclament d'ailleurs des sanctions exemplaires contre les policiers mis en cause. Cette bataille face à la répression, lorsqu'on voit tout ce monde qui est là aujourd'hui, on se doit la gagner. Il faut que les procureurs sanctionnent tous ces policiers voyous qui aujourd'hui ont fait de la répression. Voilà. Donc, arrestation arbitraire. Chacun de nous doit aujourd'hui 135 € à l'État. C'est quoi ça? C'est quoi? Donc, c'est le ras-le-bol, il est temps que ce soit condamné. Et on va soutenir chaque procureur qui demain va sanctionner chaque policier, jusqu'au ministre. Parce que le ministre de l'Intérieur, il a une grosse responsabilité, ainsi que M. Lallement, préfet. Voilà, il faut que ça se sache si demain on veut retrouver notre droit de manifester. Parce que là aujourd'hui, c'est sur notre droit de manifester qu'on nous a attaqués. Et bien nous on va les attaquer aussi. Un sujet qui revient régulièrement sur la table. Après plus de 6 mois de crise sociale, au moins 360 plaintes ont été comptabilisées contre les forces de l'ordre. Elles ont donné lieu à l'ouverture de 248 enquêtes. Parmi celles-ci, 177 sont toujours en cours et 71 ont été transmises aux différents parquets. Une longueur de traitement augmentant la colère des manifestants qui ont le sentiment que la justice protège les forces de l'ordre. Cependant, le procureur de Paris, Rémi Heitz, a annoncé jeudi que les policiers mis en cause pour des violences lors des manifestations seront bien renvoyés devant les tribunaux. De quoi atténuer la pression populaire, mais également étouffer la responsabilité du préfet de police et donc du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et de son secrétaire d'État Laurent Nunez. En effet, depuis plusieurs mois, les deux membres du gouvernement ont mis en place une doctrine plus offensive en incitant policiers et gendarmes à durcir la répression face aux manifestants. Ainsi, les déclarations du procureur de Paris reviennent ni plus ni moins à jeter des policiers surmenés en pâture pour avoir suivi les ordres de l'exécutif. Et alors que de plus en plus de voix s'accordent pour observer les accidents dans les rangs des Gilets jaunes, le média, la chaîne web fondée par les Insoumis, a décidé de pousser le curseur. En effet, alors que les journalistes, dont l'ex-directrice de la rédaction a été en pointe pour dénoncer les violences policières, la ligne a évolué. À présent, il s'agit de dénoncer le fait que l'on s'insurge face aux blessés des Gilets jaunes, blancs pour la plupart, alors même que selon eux, ces méthodes de la police sont utilisées depuis une décennie dans les cités et les banlieues dites défavorisées. Un journaliste expliquait à ce titre que les méthodes d'interpellation de la brigade anticriminalité lors des manifestations étaient ni plus ni moins les mêmes que celles utilisées dans les cités, y compris dans l'affaire Adama Traoré, mort dans le fourgon qui le conduisait au commissariat. Pour le média donc, c'est une nouvelle démonstration du racisme français qui ne s'intéresse aux violences policières que lorsqu'elles touchent une population dite de souche. Pourtant, ce sont aussi eux qui expliquaient que les Gilets jaunes n'étaient pas uniquement composés de petits blancs déclassés, mais aussi de populations issues de l'immigration. Une nouvelle incohérence de l'extrême gauche qui, à l'image de la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon, s'obstine à racialiser tous les débats.
Nouvelle démonstration du mensonge médiatique alors qu'un chauffeur de bus touristique a écrasé un automobiliste après une altercation sur la route. Des journalistes ont jugé utile de transformer le prénom du coupable, un procédé devenu courant. Cacher cette diversité que je ne saurais voir. Mardi dernier, un conducteur de bus de touristes à Paris a écrasé un automobiliste avec lequel il avait une altercation. L'homme est mort sur le coup et le conducteur interpellé pour homicide involontaire. L'affaire a été relatée par de nombreux médias et c'est ainsi que l'on apprenait le prénom du chauffeur fou, un Parisien de 46 ans appelé Henri. Un patronyme affublé d'un astérisque, en effet le prénom avait été modifié par le journaliste. Car en fait d'Henri, le chauffeur s'appelle Omar. Une manipulation qui rappelle celle de Kylian, du nom d'un jeune adolescent étranglé par un camarade d'école. Cette fois, le coupable, un certain Souleymane, s'était retrouvé avec le prénom Vladimir sous la plume d'un journaliste du Monde. Un procédé étonnant, car si l'on pourrait comprendre que la presse vise à éviter que l'on identifie le coupable pour ne pas créer une pression sur ce dernier, on s'interroge sur le fait que les prénoms d'origine étrangère soient les plus à même d'être transformés par les médias. Et dans ce cas, il se voit disparaître au profit d'un prénom européen. Un drôle de procédé qui finit d'ailleurs par produire l'effet inverse de celui escompté par les journalistes bien pensants. En effet, à force de tordre la vérité pour éviter que les lecteurs ou auditeurs distinguent une surreprésentation d'une certaine population dans la délinquance ou la criminalité, ils jettent en réalité le discrédit sur toutes les informations. Pourtant, si la diversité n'était précisément pas surreprésentée, pourquoi vouloir cacher la vérité ? À croire que les journalistes eux-mêmes sont convaincus de l'évidence qu'ils veulent à tout prix camoufler. Dans l'affaire de l'automobiliste tué, le chauffeur est donc en réalité algérien. Il est longuement présenté dans un article du Parisien comme une personne modèle, aimable avec tout le monde. Un homme affable donc, mais qui a ni plus ni moins appuyé sur un accélérateur pour broyer la tête d'un autre contre un bus. Plus fort encore, les articles se succèdent pour expliquer que le suspect était à bout de nerfs à cause des travaux d'Anne Hidalgo. Travaux que les journalistes louent pourtant quotidiennement pour vanter les obsessions parées d'écologie du maire de Paris. L'avocat du chauffeur, maître Guillaume Dalbic, explique aussi que son client ne comprend pas ce qu'il s'est passé, qu'il n'a pas voulu le drame et qu'il a une pensée pour la famille de la victime. Il ajoute effectivement que les travaux à cet endroit engendrent une situation catastrophique avec la suppression de plusieurs feux tricolores. À croire que personne ne semble trouver la défense un peu légère pour justifier la mort d'un homme. Depuis, on explique également que la compagnie des cars touristiques conduite par le gentil Henri ou l'impulsif Omar au choix n'avait pas le droit d'exercer dans les rues de la capitale. Décidément, tout est bon pour noyer le poisson. L'ère de Laurent Wauquiez aura été de courte durée. 18 mois après son arrivée à la tête des Républicains, les élections européennes auront eu raison de sa présidence. Dimanche soir, le patron de la droite parlementaire a décidé de rendre les armes. Il ne sera jamais vraiment parvenu à s'imposer. Dimanche, Laurent Wauquiez a décidé de raccrocher les gants de la présidence des Républicains. Une semaine après le résultat catastrophique de son parti aux élections européennes, la contestation interne était trop forte. Critiqué pour la ligne jugée trop dure lors de la campagne pour les européennes, notamment avec le choix de la tête de liste François-Xavier Bellamy, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a dû se rendre à l'évidence. À 3 ans de l'élection présidentielle, son départ devenait la condition sine qua non pour espérer voir redevenir les Républicains une alternative politique possible avant 2022. En réalité, les élections européennes n'étaient que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et si l'on peut affirmer une chose, Laurent Wauquiez n'aura jamais véritablement imprimé. Il en était conscient d'ailleurs, en témoigne le choix de la tête de liste pour gagner le Parlement européen. En effet, si le patron de la droite avait décidé de mener le combat en son nom, il aurait pu prendre du galon. Mais il savait que la déconvenue était inévitable, même si l'histoire a transformé la déconvenue en catastrophe en passant sous la barre symbolique des 10%. En réalité, Laurent Wauquiez a hérité d'une bombe à retardement. Arrivé à la tête du parti après le fiasco de l'élection présidentielle et les affaires Fillon, reconstruire la droite était un défi quasi impossible à relever et il n'aura pas fait de miracle. Alors que de nombreux cadres avaient déjà pris leur distance pour se rapprocher de la majorité présidentielle, la crise des Gilets jaunes ne l'aura pas aidé. Prise en étau entre la volonté de critiquer le gouvernement et celle de condamner les violences en marge des manifestations, le président des Républicains n'a pas trouvé où naviguer. Preuve criante de cette difficulté lors de la première mobilisation. Alors que Laurent Wauquiez s'était rendu au Puy-en-Velay dans sa région aux côtés des manifestants, il n'ira ensuite avoir porté le symbole de la contestation. Une volte-face perdue comme une démonstration de son manque de fiabilité.
Une impression renforcée par ses nombreuses critiques de la période sarkozyste, notamment lorsqu'il relatait pendant une conférence dans l'école de commerce de l'EM Lyon que l'ancien président contrôlait les téléphones portables lors des conseils des ministres. En réalité, Laurent Wauquiez, c'est un peu l'homme qui semble mentir, même quand il est sincère. Un problème lorsque l'on doit reconstruire une famille déjà acculée entre le Rassemblement national et la République en marche. Le programme des élections européennes n'aura été que l'ultime démonstration de ce manque de capacité à trancher. Avec le choix de François-Xavier Bellamy, le président des Républicains semblait vouloir poursuivre une ligne buissonnienne. Mais les critiques de la branche molle du parti a infléchi sans cesse son discours pour finalement ne plus convaincre personne. Avec son départ, Laurent Wauquiez ne règle pas les problèmes mais ouvre un nouveau champ de possibles. Une nouvelle guerre ouverte pour récupérer le parti pourrait donc bien avoir lieu. Une période qui pourrait se solder par l'arrivée à la tête des Républicains d'une personnalité telle que Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, compatible avec la majorité En Marche. De quoi produire un futur Premier ministre, mais peut-être pas un président de la République. Et à présent, c'est le moment de passer à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. Marlène Schiappa ne sera pas candidate à la mairie de Lille. Après des rumeurs l'annonçant à Marseille, Lyon et Le Mans, le secrétaire d'État chargé de l'égalité homme-femme était annoncé cette fois comme candidate dans la ville de Martine Aubry. Le membre du gouvernement n'a pas tardé à démentir cette information sur les réseaux sociaux, exprimant par la même occasion son soutien à Benjamin Griveaux, candidat à la mairie de Paris et auprès duquel elle pourrait être colistier, de quoi préparer l'après-gouvernement. Un partenariat improbable à Paris. Le roi des forains, Marcel Campion, et l'ancien chargé de mission de sécurité à l'Élysée, Alexandre Benalla, ont déjeuné ensemble à plusieurs reprises dans la capitale. Le but de ces rencontres, le promoteur de la Foire du Trône aurait demandé à l'ex-proche d'Emmanuel Macron de réaliser un audit de la sécurité de sa célèbre foire dans la capitale. Pour rappel, Marcel Campion avait annoncé il y a quelques mois sa candidature à la mairie de Paris. Avec Benalla comme porte-flingue, gageons que les élections pourraient être hautes en couleurs. Marion Maréchal Le Pen fait un retour médiatique pour défendre l'union des droites. Invité sur le plateau de LCI dimanche soir, l'ancien député Front National a plaidé en faveur d'une grande coalition entre la droite des Républicains et le Rassemblement national. La directrice de l'école de sciences politiques ICEP à Lyon espère un compromis patriotique autour de l'idée de défense de la nation. Seule solution, selon elle, pour contrer la politique mise en place par Emmanuel Macron. Si elle n'a pas parlé d'un possible retour sur la scène politique, elle a affirmé être prête à œuvrer à son échelle en faveur de cette entente des droites. Deux individus de nationalité française supplémentaires condamnés à mort en Irak dimanche. Une condamnation justifiée par leur appartenance à l'État islamique. Parmi eux, Vianney Ouraghi, d'origine algérienne, et qui a reconnu devant ses juges avoir travaillé avec Daesh. Ils sont à présent 9 individus de nationalité française à être condamnés à la peine capitale. Le gouvernement français, de son côté, a réaffirmé le droit à ses ressortissants à une protection consulaire, appelant par la même occasion son opposition à la peine capitale. 44 avocats ont de leur côté publié une tribune sur le site du média public France Info pour dire leur indignation. Pour rappel, la France compte plus de 65 000 avocats. Donald Trump en visite diplomatique à Londres. Le président américain a atterri lundi dans la capitale britannique et restera 3 jours outre-Manche, l'occasion de causer Brexit et d'assister aux commémorations du débarquement anglo-américain sur les plages de Normandie. Il sera le dernier invité du Premier ministre démissionnaire Theresa May, avec qui les relations ont parfois été compliquées. Le pensionnaire de la Maison-Blanche est en effet très critique sur la manière dont le Premier ministre conservateur s'est attelé au Brexit. Donald Trump étant un partisan d'une sortie dure de l'UE. Régulièrement pris à partie sur les réseaux sociaux par le maire de Londres, Sadiq Khan, le président des États-Unis a d'ailleurs profité de son arrivée sur le sol britannique pour qualifier l'édile londonien de « loser total » sur Twitter. Amazon offre 25 $ pour scanner les corps humains en 3D. C'est l'annonce pour le moins étonnante que diffuse le géant du e-commerce sur les réseaux sociaux depuis une semaine. Les volontaires qui accepteront de se laisser photographier en 3D devront se rendre dans les laboratoires de la firme à New York et signer un rapport de confidentialité les empêchant de divulguer toute information sur la séance. La firme ne s'est pas montrée très bavarde sur les détails de son opération. Outre l'aspect marketing, l'objectif pourrait aussi avoir une portée scientifique qui consisterait à observer et enregistrer toute la diversité des formes du corps humain.
Et voilà, on est déjà arrivé à la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Pierre Le Vigan est philosophe. Il publie « Achever le nihilisme », un essai pédagogique inspiré des travaux de Nietzsche et Heidegger. Le nihilisme nous amène très vite à une pensée de la table rase, en fait. Il faut tout mettre à plat, tout reprendre à zéro, voire même ne rien reprendre, puisque... pourquoi construire, puisque ce qui existe n'a pas de valeur? On peut donc se demander si ce qui serait construit, ce qui existerait demain, aurait plus de valeur que ce qui existe aujourd'hui. A priori, du point de vue du nihiliste cohérent, il n'y a même pas à reconstruire. Il faut se borner au rien. Mais cette idéologie du nihilisme, n'est-ce pas au fond l'idéologie de ceux qui s'ennuient dans la vie ou de ceux qui prennent le monde trop au sérieux? Et pour avoir la réponse, il faudra regarder. Et puis ce soir, vous avez également rendez-vous avec Olivier Pichon et Pierre Bergerot. Ils vous donnent rendez-vous pour un numéro spécial de Politique Éco. Charles Gave et Étienne Chouard confrontent leurs idées pour la première fois. Et puis tout de suite, évidemment, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Alors tout est parti d'une lecture. Notre bouquiniste Gustave, qui est au courant de tout ce qui paraît, a lu le livre d'un Suisse, un Helvéto-Libanais, qui s'appelle Arditi, personne n'est parfait, dans une collection célèbre nommée Le Dictionnaire amoureux. Et le sujet de ce livre, c'était l'esprit français. Et là, Gustave m'a parlé de son contenu avec un peu de dédain, en me disant on y trouve les mêmes banalités que d'habitude sur la légèreté des Français et sur leur panache, c'est-à-dire sur une version très Versailles, très Trianon de la France éternelle. C'est quand même marrant, m'a-t-il dit, mais la France que nous connaissons, nous, est plus profonde, plus sincère, plus sentimentale, plus recueillie. En fait, les gens qui nous font le coup du panache adoptent le point de vue de l'étranger sur nous, et quand tu confonds l'esprit français avec Jean d'Ormesson, par exemple, c'est que t'as pas tout compris. Après coup, 2 ou 3 mois après, j'ai eu l'occasion d'en reparler avec le même Gustave, parce qu'il s'est produit entre-temps un truc amusant, c'est que le président de la République a lu ce fameux livre de l'auteur suisse, là, ou plutôt les membres de son équipe lui en ont parlé. En tout cas, il s'est fendu d'une lettre personnelle à l'auteur pour lui dire à ce monsieur qu'il a révélé qu'il avait parfaitement compris l'essence de l'esprit français, qu'il a jugé bon de résumer le président dans un paragraphe de la lettre en disant ce qui caractérise l'esprit français, c'est cette légèreté, cette grâce, ce sens du panache et de la séduction. Donc c'est amusant, mais en fait, quand on y réfléchit, d'ailleurs c'est même pas tellement amusant, le président de la République envoie une lettre à un type pour lui dire que sa vision des Français, terriblement superficielle, ce regard typique que l'étranger porte sur nous, légèreté, grâce, panache, en un mot esbrouf, eh bien cette vision largement américaine et anglo-saxonne de la France, c'est aussi la sienne, à lui, président. On s'en doutait un peu, mais ça fait quand même un peu de peine, un peu de mal surtout, et ça fait encore plus mal quand on s'aperçoit que le coût de la lettre qu'on envoie à l'auteur a été calculé par l'Élysée. Il voulait s'en servir, le président, dans un discours futur. Tout ça a été nettement mûri. En ouvrant sa conférence de presse, ou plutôt son adresse solennelle aux journalistes, le président a resservi le fruit de sa réflexion sur l'esprit français, un fruit qui mûrissait en secret depuis longtemps. Il nous a invités tous solennellement à donner le meilleur de nous-mêmes, a-t-il dit, pour entretenir ce que j'appellerais, a-t-il dit encore, l'art d'être français. C'est-à-dire un attachement particulier à notre langue et à notre culture. On voit déjà, et là, qu'il généralise le propos pour le rendre un peu plus acceptable aux gens qui viennent d'arriver du Bénin et qui se reconnaissent assez peu dans le panache à la française.
mais on ne peut pas oublier les termes de la lettre qui reprennent ce que les autres peuples pensent des Français, notamment à cause des films américains. Le Français est superficiel, frondeur, il n'en fait qu'à sa tête, mais en fait il n'a pas de tête du tout et son orgueil le mènera à commettre de terribles erreurs de jugement. Alors c'est là que je réintroduis mon ami Gustave qui a résumé le truc quand on a reparlé de tout ça, en me disant, en fait, tu mélanges Sarkozy, Lucchini, d'Ormesson, et t'as tout ce qu'un Américain bas de gamme veut voir de la France. Ça fait quand même un peu de peine de voir que le président de la République française obéit à nos maîtres, jusque dans sa façon de voir le pays. Quand tu as un peu lu, tu t'aperçois que la France, c'est d'abord un génie presque génétique, mais ça, il peut pas le dire. S'il avait été président et pas dire comme il aurait dit, chez nous, il naît des ingénieurs, des idées de génie tous les jours. Ça fait 2000 ans que la France s'est résistée et inventée, qu'elle repense le monde en permanence, qu'elle invente des procédés qui sont exploités par d'autres, qu'elle fabrique des talents qui sont achetés par d'autres, qu'elle a l'esprit de découverte avant l'esprit marchand, qu'elle sait dire non quand ça va trop loin, et qu'elle sait aller très loin quand il faut dire non, qu'elle honore les gens austères et profonds, et pas seulement LVMH, qu'elle a fait de l'abbé Pierre le personnage le plus populaire du pays pendant 20 ans. Mais imagine, m'a dit Gustave, que Macron ait compris tout ça, et où veulent en venir les gilets jaunes, il aurait compris que c'est ça l'esprit français, c'est le désir de rendre du sens à un jeu qui n'est plus fait ni pour l'homme ni pour la nature, et de délivrer ce message au reste de la Terre. C'est pas pour rien que les peuples du monde aiment les Misérables et Notre-Dame de Paris. Il n'y a aucune légèreté là-dedans, aucune grâce dans Les Misérables. Il y a de la profondeur, il y a un sens du destin, du mystère, une solennité. Donc une fois de plus, ton Macron, là, se fourre le doigt dans l'œil. À quoi j'ai répondu, attends, c'est pas mon Macron. En tout cas, a-t-il conclu, quand j'entends ce gommeux avec sa voix de gendre insolent dans une pièce de la Biche prononcer l'éloge funèbre d'un soldat, j'ai du mal à croire qu'il ait lu Bossuet. Tu vois. Pour être franc, nous sommes quand même assez nombreux à avoir compris dans la cour des Invalides que l'esprit français, c'est d'abord une affaire de registre. Et quand on interprète une partition hors du registre, ça sonne faux. On n'y peut rien. Ou alors il faut changer de chanteur, m'a-t-il dit. C'est une idée. Abonnez-vous, merci. Les Républicains, héritiers du RPR puis de l'UMP, viennent de connaître leur pire défaite électorale. Par rapport au sondage précédant l'élection, ils ont vécu une véritable bérésina. Et par rapport à leurs scores électoraux précédents, ils ont vécu un véritable Waterloo. Que s'est-il donc passé ? Depuis des dizaines d'années, les RPR, UMP, LR ont développé une stratégie qui a longtemps marché. Nous disons ce que les Français ont envie d'entendre et faisons le contraire de ce que nous avons dit. L'exemple le plus caricatural et le plus connu est celui de la forfaiture de Sarkozy, déclarant pendant sa campagne présidentielle de 2007, la main sur le cœur, que la France devait rester une nation souveraine et faisant voter en catimini, à peine élu, une sorte de constitution européenne centralisée, technocratique, antidémocratique, annulant ainsi le référendum de 2005 par lequel les Français avaient rejeté la dite constitution. Il fallait oser, Sarkozy l'a fait. L'exemple le plus récent concerne une déclaration à la télévision, cette fois de Bellamy, tête de liste LR, affirmant avec bravitude que le pacte de Marrakech n'était pas acceptable, puis se murant dans un silence assourdissant lorsque les députés européens LR votèrent quelques jours plus tard, à l'unanimité, moins une voix, un texte avalisant totalement ce dramatique pacte de Marrakech. Les Français ont été bernés pendant des années, mais se sont brutalement réveillés en 2019. Ils ont soudain compris que l'on ne peut pas dire tout et le contraire de tout, dire tout et faire le contraire de ce que l'on dit, ne rien dire et faire en catimini, et souvent ne rien faire pour couronner le tout. La leçon infligée aux Républicains dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Comment ceux-ci peuvent-ils s'en sortir ? Pour eux-mêmes et pour la France, leur mort serait une bonne nouvelle. Afin que les hommes politiques qui composent ce parti redeviennent des personnalités libres et authentiques, il suffit tout simplement
que l'aile gauche du parti, macroniste de cœur, rejoigne la Macronie dans la joie et la bonne humeur. Elle se mettra dans le sillage des nombreux républicains qui ont quitté le navire au profit de la République en marche et dont certains d'ailleurs sont devenus ministres. Et il suffit que son aile droite rejoigne une grande coalition d'authentiques conservateurs. Elle se mettra dans le sillage de nombreux républicains qui ont quitté le navire pour rejoindre le Rassemblement national, Debout la France ou tel autre parti de la véritable droite. Cela dit, les déclarations catastrophiques des dirigeants républicains, le soir de l'élection, laissent augurer le pire des scénarios. Laurent Wauquiez a manifesté son génie politique en expliquant que la reconstruction de son parti devait passer par une alliance du centre et de la droite. En clair, par une sorte de macronisme de bonne aloi. Une telle stratégie est la chronique annoncée du prochain désastre électoral de son parti. Il a également manifesté son bon goût en exprimant un mépris absolu pour le Rassemblement national, qualifié d'acteur de chaos. Dans le genre « je méprise le quart des électeurs », il rejoint avec bonheur les positions stupides de Sarkozy sur ce thème, qui lui ont valu d'être éjecté du système politique. Et d'ailleurs, Laurent Wauquiez vient de donner sa démission du parti. Pour les Républicains, comme pour la France, il semble donc nécessaire que meurent les Républicains et que naisse une union des droites fondée sur un programme national que nous connaissons tous. Maîtrise de l'immigration, de l'islamisation de la France, réduction des déficits, réhabilitation des services de santé, action en faveur de la baisse du chômage, j'en passe, nous connaissons tous le programme. Cette union des droites devra dire ce qu'elle fait, faire ce qu'elle dit et ne rien faire qui n'ait été dit. Vaste programme, dira-t-on, qui a largement le temps de se mettre en route avant les élections présidentielles de 2022 et dont dépend notre avenir commun. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.